Jusqu'où peut-on aller pour défendre la justice quand la loi devient une arme de torture? Mary Riley Richardson, née au Canada en 1889, issue d'une famille aisée, étudiante au Conservatoire royal de musique de Toronto, voyageuse, rien ne la prédestinait à devenir la femme la plus haïe de Grande-Bretagne. Et pourtant. Arrivée à Londres en 1912, initialement pour étudier l'art, Mary est révoltée par le Vendredi noir de 1910, où la police a tabassé et humilié des centaines de suffragettes. La mesure, c'est fini. Elle rejoint la branche dure du mouvement, la WSPI, d'Emmeline Pankhurst. Son credo ? Des actes, pas des mots. Briser des vitres, incendier des bâtiments vides. Mary accepte la prison. Elle y fera 9 séjours. Elle devient l'une des premières à subir le gavage forcé. Une torture légale à l'époque. Elle en ressort avec la médaille de la vaillance. Mais le gouvernement riposte avec la loi du chat et de la souris. On la relâche quand elle est à l'agonie, pour mieux la réarrêter dès qu'elle reprend des forces. Mais ce sont ces femmes qui sont dépeintes comme une menace pour la nation. C'en est assez. Ce n'est pas juste. Le 10 mars 1914, sur ordre de Christabel Pankhurst, Mary passe à l'acte. 7 coups de hachoir sur la Vénus de Rugby. Et là, c'est le scandale absolu. Mais écoutez bien la presse de l'époque. C'est un chef-d'œuvre d'hypocrisie. On décrit les entailles de la toile comme des blessures béantes. On parle de meurtre. On pleure la pureté violée de la déesse. La Vénus, cette femme nue, passive et silencieuse, devient soudainement la vraie victime. Pendant ce temps, les vraies femmes, celles qui saignent dans les prisons, pour le droit de vote, sont traitées comme des hordes de sauvages et des déviantes. L'absurde est total. Mary l'avait dit elle-même. J'ai essayé de détruire l'image de la plus belle femme de l'histoire mythologique pour protester contre le gouvernement qui détruit Madame Pankhurst, la plus belle figure de l'histoire moderne. J'ai été une étudiante en art, et je tiens autant à l'art que tous ceux qui étaient dans le musée quand j'ai réalisé ma protestation. Mais je tiens davantage à la justice qu'à l'art. Et je crois fermement que quand une nation ferme les yeux sur la justice et préfère maltraiter et torturer les femmes qui luttent pour celle-ci, une action comme la mienne devrait être compréhensible. Je ne dis pas excusable, mais doit être comprise. Mary passe plus de 3 ans de sa vie en prison pour ses convictions. En 1918, la victoire arrive bien qu'incomplète. Seules les femmes propriétaires de plus de 30 ans peuvent voter. Il faudra attendre 1928 pour l'égalité totale concernant le droit de vote. Mais l'histoire de Mary ne s'arrête pas à ce triomphe. L'héroïne d'hier devient la figure controversée de demain. Dans les années 30, désillusionnée par la politique traditionnelle, Mary commet l'impensable. Elle rejoint les fascistes d'Oswald Mosley. Elle, l'ancienne socialiste, la rouge pas rose, se retrouve à promouvoir un mouvement qui prône l'oppression des femmes. Elle sera d'ailleurs rapidement exclue, incapable de supporter le sexisme de ses nouveaux alliés. Mary Richardson n'est pas un modèle de cohérence. C'est une femme de passion, parfois contradictoire, cherchant désespérément un ordre dans un monde chaotique. Elle meurt en 1961, dans l'oubli relatif, laissant des romans, ses poèmes d'amour dédiés à des femmes et un fils adoptif. Aujourd'hui, on se souvient d'elle pour ce coup de hachoir, et pourtant, son geste résonne plus fort que jamais. Chaque fois qu'un militant jette de la soupe sur un Van Gogh pour le climat, c'est l'esprit de Mary qui ressurgit. Elle nous force à regarder ces questions inconfortables. Jusqu'où doit-on aller pour défendre une cause ? Et surtout, pourquoi sommes-nous plus indignés d'une toile rayée que par des femmes brisées ? Mary Richardson n'était ni une sainte, ni un monstre. Elle était le miroir brutal de nos propres contradictions.